troisième récupérateur, le J80. Voilà, donc en général c'est du scandinave, hein, c'est la marque scandinave. Donc les pays nordiques sont très forts dans tout le matériel. Sur des plateformes pétrolières, ils sont plus, voilà, plus de risques. Donc quand la maintenance nous dépasse, on fait appel directement à eux. Ça arrive que des fois, le CEPOL fait venir des techniciens de Norvège ou de Finlande directement pour réparer ou intervenir dessus. Voilà, un autre moyen de récupération, le chalutage. Donc là, c'est un chalut qui est un peu particulier, c'est qu'on le met à l'air du bateau. Le polluant va dans ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le kraken, la pieuvre. Ça va au fond, et au fond il y a une piscine, et normalement les chaluts ont un filet, et celui-là c'est une piscine avec une pompe dedans. Donc celui-là, il récupère en chalutant, et il pompe en même temps, et le long du bras qui est à l'intérieur, ça remonte vers le bord, et on branche dans les sous du bateau. Il a une capacité un peu moins, plus inférieure aux autres. Hein. On peut voir, les autres c'est du 140 mètres cubes, 120 mètres cubes de récupération. Celui-là c'est 30 mètres cubeurs. Par contre, il est utilisable par grosse mer. Donc quand le courant est fort, quand la mer est plus formée, celui-là on peut l'utiliser alors que les autres non. On passe à la taille en dessous, ça c'est le Foilex, hein, un récupérateur de surface hein, qui a un gros débit, vous voyez 130 à 120 mètres, 220 cubeurs, gros débit mais par contre pas sélectif, donc on embarque quand même pas mal d'eau. Donc ça c'est un moyen secondaire hein, qu'on va utiliser peut-être plus près des côtes, voire même on peut faire sur du portuaire avec une grue, mais sur le bateau on va toujours prendre un moyen principal que je vous ai présenté avant et un deuxième même moyen pour s'adapter. Et puis surtout, si on a un problème technique sur le moyen principal, on peut toujours continuer la lutte en dégradé, on va dire, mais avec un moyen secondaire. Un autre modèle. Donc celui-là, c'est des flotteurs, c'est une jupe qui aura de l'eau, et l'eau tombe à l'intérieur avec une pompe au fond. Celui-là, c'est un autre système, c'est des brosses. C'est des brosses qui se passent au-dessus de l'eau, et c'est une matière sur laquelle le polluant reste collé. Celui-là est plus sélectif. Donc avant, la brosse, elle récupère que le polluant surface. On va utiliser l'un ou l'autre suivant si c'est un polluant compact, liquide. Voilà, on s'adapte par rapport à la nature du produit. Pour les barrages, deux façons de barrage ou chalut, plusieurs façons de travailler, soit en veau et en bœuf. Ceux qui connaissent, c'est qu'il y a un bateau base qui met l'installation à l'eau, et un plus petit ou un deuxième qui récupère l'autre côté, et on chalute comme ça. Donc ça nécessite deux bateaux. On a un système de panneaux divergents qui nous permet d'être autonome. Donc c'est relié avec plein de faux bras, de traversées, ça nous permet d'être tout seul. On le met à l'eau, il est relié au barrage ou au chalut, on le met à l'eau, on le retient, mais lui, avec la vitesse du bateau, les filets d'eau vont dans les lamelles et il va de lui-même vouloir s'écarter. En gros, on le retient, on s'écarte et on va ouvrir le barrage. On le voit bien ici, il est là. Il y a toujours un traversier qui le retient. Voilà, donc on l'envoie à la distance voulue et on peut chaluter comme ça et on va passer dans les nappes de polluants. C'est un peu comme un gouvernail, un safran de bateau qui est relié par le bateau, tracté par le bateau, mais qui va avec des ailerons orientés comme ça, qui va tendance à avoir à s'écarter. Toutes ces techniques sont inspirées de la pêche, hein, tout simplement. Beaucoup de fabricants, surtout en France, de fabricants de matériel, surtout les chaluts, c'est des anciens pêcheurs qui, suite quand ils ont été confrontés à des pollutions, les RICA, tout ça, ils ont réfléchi, ils savent faire des chaluts, ils ont fait des chaluts, que ce soit de fond, c'est de surface. Voilà, des plus petits récupérateurs qui là c'est vraiment pour du portuaire ou du côtier proche des côtes. Pareil, le même système, ça flotte sur l'eau et ça récupère tout ce qui flotte en surface et ça trie. L'avantage des petits moyens, c'est qu'on peut les mettre sur des bâtiments d'opportunité, comme le capitaine a dit. On travaille avec nos bateaux, mais ça arrive sur des pollutions où le préfet a réquisitionné des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance, voilà, mais surtout les pêcheurs parce qu'ils connaissent le boulot, voilà, c'est dans le sens marin. Donc il suffit qu'il ait un peu de place sur son pont pour mettre le groupe hydraulique, mettre un réservoir de différentes tailles, sur la taille. Mais on peut utiliser ça avec des petits bateaux, comme des petits chaluts. Des gros robots de piscine. Voilà, c'est ça, des skimmers. Voilà. Il y a des régions où ils sont très demandeurs. On a fait des exercices à 7 avec les Espagnols, tout ça. Et après, on faisait une partie formation avec tous les pêcheurs de là-bas, parce qu'en plus, ils sont très demandeurs de travailler avec ça, parce que eux, c'est leur gagne-pain.
y a une pollution dans le port de Sète, ils perdent tout, quoi, ils sont au chômage. Hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant même de travailler avec eux. Quoi. On voit d'autres parties du métier. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites. Sète, avec leur flotte de tonniers-selleurs, c'est typiquement des vecteurs qu'on irait solliciter si jamais on avait une grosse intervention à effectuer. Et après, on a des matériels encore beaucoup plus petits. Ça, c'est un système de dépollution portuaire, le dipôle. On a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Vous le trouvez des fois dans certains ports civils, ports de plaisance. Alors, dans le port de plaisance, en général, ils l'utilisent pour le macro-déchet. Il y a peut-être certains endroits où le courant de lui-même amène les macro-déchets qui flottent. En gros, son système, c'est un moteur qui aspire l'eau devant, qui recrache derrière. Donc, ça aspire tous les macro-déchets. Et nous, on l'adapte avec des filets, on met des absorbants dedans ou des bouts d'absorbants autour, et ça va envoyer le polluant au fond et être absorbé par ça. Donc ça, c'est pour du polluant, je veux dire normalement pour des petites irrisations. On fait tourner, d'ailleurs on a un qui tourne pratiquement H24 sur 220 volts. Donc c'est très pratique. Hein. Mais ça peut faire du plus gros, comme de l'huile. Là-bas, c'est une pollution à l'huile. Maintenant, avec les normes environnementales, tous les ports de plaisance sont équipés de ce genre de matériel. Vous voyez dans les ports de plaisance, comme je disais le pas, dans les angles où avec le vent tout a tendance à venir s'agglomérer, pour trouver ce genre de dispositif en place. Voilà, donc le chalutage, comme je vous ai dit, après la partie de récupération mécanique par des récupérateurs, soit hydrauliques, soit électriques, tout ça, on a le chalutage. Donc, vous voyez les photos, ça ressemble fortement à un chalut de pêche, parce que la seule différence, c'est qu'au lieu qu'il chalute au fond, il reste en surface. Une partie, en gros, 1 mètre sous l'eau, 1 mètre au-dessus, et on va passer comme ça dans les nappes de macro-déchets ou d'hydrocarbures. On peut faire des hydrocarbures assez compacts, ou les boulettes, d'hydrocarbures ou de paraffine, c'est arrivé aussi. Donc c'est assez efficace, hein, avec le plus gros qu'on ait, capacité de 8 tonnes par filet. Une fois que le filet est plein, on le ramène sur le bateau, le BSA, on le prend à la grue, on met ça dans des bennes à déchets étanches qu'on a sur le pont, on en met un deuxième à l'eau et on continue. C'est vraiment le type de chalut qui a été développé par les marins pêcheurs suite à la Moco-Cadiz. Finalement, ils ont pris leur chalut, ils ont changé finalement le cul de chalut, ils ont mis quelque chose de beaucoup plus fort en filtration, et ils se sont contentés de rajouter des flotteurs pour le faire flotter. C'est tout ce qu'ils ont fait, et ils ont aidé justement dans la lutte suite à la Moco-Cadiz. Donc après, ils ont amélioré le système, et puis après, depuis, la boîte ne pêche plus, ne fait que du chalut. Voilà, ce que je vous dis, un chalut, voilà, en autonomie, on le voit bien, il est à l'arrière, il a sa poche qui récupère des macro-déchets et hydrocarbures un peu lourds. Donc vous voyez bien le système avec le panneau divergent, les différents faux bras, marche avant, traversée, et puis voilà, le bateau va naviguer dans la pollution. Donc, à savoir, donc, le bateau à la fin d'une pollution, il est pollué. Ça à prendre en compte aussi. Le bateau, c'est comme tous les déchets qu'on récupère. Après, il y a la partie, mais ça c'est la partie plutôt au niveau de la préfecture maritime, qui va prendre en compte tous les déchets pour la destruction, le retrait, tout ça. Et le bateau, il va être considéré comme un déchet. Donc il va falloir l'envoyer à un endroit, les bateaux, parce que là, quand il y a une pollution, il y en a plusieurs, pour la dépollution du bateau, le nettoyage, tout ça. Typiquement pour l'opération l'Erika dans les années 2000, les bateaux rentraient dans le port de Brest, allaient directement au bassin. Vous savez, les bassins, on les met au sec, quoi. On les rentrait au bassin et on pompait l'eau. L'eau était pompée et traitée, et on retraitait le bateau, on le refaisait à une toilette neuve avant de le renvoyer sur zone. Un chalut, donc un chalut comme ci, c'est français, des rares marques françaises. Grand modèle, 7 tonnes de capacité. Et voilà, et plus petit pour les embarcations. Donc vous voyez la différence de taille, ça dépend de où on va intervenir. En pleine mer, ou près des côtes, ou suivant le moyen. Donc ceux-là sont une embarcation à nous, ou un petit pêcheur, ou même une petite vedette civile peut tracter ce genre de chalut et travailler. Chalut nautile, pareil 2 tonnes, pareil. Très facile à mettre en œuvre, et ça permet de travailler au plus près des côtes. L'allègement, donc là c'est un exemple d'allègement. Bon là c'est un voilier qui a pris feu, donc il a pris feu. On ne sait pas si plus tard il coule ou il ne coule pas, ou il va être remorqué ailleurs.
pour éviter le risque de pollution pendant le transit. Donc on vient avec nos embarcations, des pompes, des cuves, on vient par la voie routière aussi, et on va vider, comme le capitaine a dit, on va éviter tout le suraccident. Voilà. On a à peu près les mêmes termes que nos amis pompiers, comme ça, le suraccident. Il y a un accident, on va éviter qu'il y en ait un deuxième à côté. Typiquement, dans ce cas-là, voilà, c'est un petit cas, hein, parce que comme je l'ai dit, on l'a fait sur le Rhodalus en prévention. On va pomper, pas le carburant du bateau, mais toute l'eau polluée, toute l'eau d'extinction qui est stagnante dans le voilier ou dans la voilier, là, dans ce cas-là, voilà, pour éviter que ça soit rejeté à la mer et le risque de pollution par macro-déchets. C'est notre flotte. Notre flotte, alors on a des embarcations semi-rigides. Ça c'est plus pour du portuaire ou pour faire des vedettes voiliers échoués. C'est pas du matériel qu'on embarque aussi sur nos voilà, moteurs. on peut embarquer sur les bateaux. Une embarcation de servitude, l'ESA, qui est beaucoup plus puissante, 2 moteurs, une porte fond plat, donc on peut se rapprocher très près de la côte, une porte à l'avant qui s'ouvre, donc on peut mettre du matériel dedans, des pompes, des petits récupérateurs, des petits barrages, ça peut tracter des barrages qui est assez puissant. Donc ça c'est notre arme numéro 2 après les gros bateaux. On a des remorques, on peut partir par la voie routière, ça arrive assez régulièrement. La dernière qu'on a reçue, la West Cleaner, donc ça on est les seuls à l'avoir. C'est un Rotec, donc Virginia, les gens qui étaient sur place l'ont vu. La boîte l'avait loué, je pense. Il a été réquisitionné par l'apprêteur de l'ULIS. Voilà. Donc ils sont venus, ils ont travaillé. C'est une embarcation de dépollution. C'est très pratique. C'est un fond plat aussi. L'avant s'ouvre, donc les trappes se baissent hydrauliquement. L'eau rentre à l'intérieur, on met les bras et il va créer une aspiration sur l'avant du bateau. Donc on navigue dedans, en plus ça aspire l'eau. Donc l'eau va traverser, l'eau polluée va traverser le bateau et après il va être filtré de différentes façons. Un premier gros filtre avec une cage pour les gros déchets, c'est-à-dire supérieur à 2 cm. On peut remplir après un big bag d'un mètre cube. Tout ce qui est plus petit continue à traverser. On a un petit filet pour les micro-déchets. Puis après l'eau continue à passer et puis un système de filtration et on va récupérer derrière s'il y a des hydrocarbures. On peut faire jusqu'à on va dire 800 litres d'hydrocarbures, un peu plus de 800 litres d'hydrocarbures avec ce bateau. Donc on navigue dedans, on voit bien en bas là, donc c'est du haut, on navigue dedans. Tant que derrière il n'y a pas de traces, c'est que l'eau, la cuve se remplit, l'hydrocarbure reste en haut sur le dessus, l'eau claire par un système de venturi sort à l'arrière, et quand on voit que derrière on a des résidus, on ferme la trappe, c'est-à-dire que la cuve est pleine. Pareil, portuaire et déployable sur les bateaux pour aller dans les criques ou les calanques. Donc là, maintenant qu'on vous a montré notre système d'armes, on va vous donner encore assez intéressant nos différentes interventions. On a essayé de mettre des interventions le plus représentatives de nos actions. C'est le premier Kikunda qui va vous présenter tout ça. Comme le capitaine vous disait, c'est vraiment les actions, on va dire, qui ont vraiment l'effet marquant. Il y en a beaucoup plus, mais on est obligé de synthétiser un petit peu. On va commencer par l'Ulysse Virginia, qui est vraiment la dernière grosse pollution qu'on ait pu avoir en Méditerranée. Collision entre 2 bateaux, un qui est au mouillage et un qui navigue. Donc c'est un accident qui aurait pu être évité. On a la même chose actuellement au large des côtes anglaises. C'est un accident similaire, un bateau au mouillage, un autre qui navigue. Donc ils sont assez proches des voies de navigation. Un manque de règles. Donc la collision, un petit peu pour revenir, pour détailler, a lieu le 7 octobre. Très rapidement, le déclenchement de la cellule de crise est mis en place au niveau du COM pour rapidement, on va dire, limiter le danger et stabiliser un petit peu la menace dans la voie. Parce que là on voit, il y a la collision,
le repérage, il y a déjà donc une nappe de pollution. Vous avez deux bateaux qui sont encastrés l'un dans l'autre. Donc il y a un danger pour la navigation en soi, puisque les bateaux sont tenus juste par une ancre, puisqu'il y a un bateau qui était au mouillage. La météo, dans les jours à venir, ne va pas être clémente. Du coup, il y a une urgence à stabiliser vraiment la situation. Donc là, on voit bien, donc tout de suite, il y a un petit peu les yeux, un petit peu faire la photo, comme disait tout à l'heure le capitaine, de ce qui s'est passé. Il y a une équipe d'évaluation qui est déployée à bord pour faire un petit peu la photo, une synthèse de ce qui se passe. Parce qu'il y a des informations qui peuvent revenir de la part des commandants des bateaux, mais des fois elle peut être faussée par l'erreur qui est menée d'un côté, méconnaissance ou atténuation du risque. Donc c'est pour ça que ce déploiement d'équipes est vraiment le regard pour la préfecture maritime. C'est les yeux du Prémar. Les yeux du Prémar, vraiment. Ils ne sont pas là pour pallier les décisions du commandant des bateaux, ils sont vraiment juste là pour regarder et faire un point de situation. Donc on peut voir que rapidement, il y a énormément de moyens qui sont mis, mobilisés, qu'ils soient français ou qu'ils soient italiens ou monégasques. Tous ces moyens-là, donc il y a des moyens principaux qui sont en général affrétés par la marine et d'autres moyens qui finalement ont été réquisitionnés par la préfecture maritime pour aider dans la lutte, pour être beaucoup plus efficaces. Et donc il y a d'autres bateaux, donc il y a les accords Ramoge et les accords Lyon-Paul. Donc on va dire une partie avec les Italiens au plan Ramoge, avec les Italiens et les Monégasques. Ramoge, c'est Saint-Raphaël, Monaco, Gênes. C'est la contraction des trois noms. Et donc France, Monaco, Italie, voilà, qui mettent en commun leurs moyens pour intervenir. Là, c'était limitrophe, mais chez nous, ils sont venus nous aider. En fonction de l'ampleur, ils peuvent même venir nous aider à d'autres endroits plus à l'est. Et de l'autre côté, c'est Lyon-Paul avec les Espagnols. Et il y a d'autres entités qui font partie de l'EMSA. L'EMSA, finalement, c'est, on va dire, la cellule anti-pollution européenne. Finalement, c'est un petit consensus. Un petit peu toute l'Europe se met dedans. Typiquement, il y avait le Vatsamar qui est là pour ça, qui est venu donc nous porter main forte. L'EMSA peut également nous fournir du matériel si, par exemple, au niveau plan matériel, on n'avait pas suffisamment de matériel pour lutter. Il y a des accords avec l'EMSA pour qu'on puisse avoir du matériel complémentaire. Il faut voir qu'on a réquisitionné tout ce monde-là, on a demandé de l'aide à nos camarades pays voisins. On reste directeur de la lutte avec la préfecture maritime de Toulon. C'est bien nous qui menons la lutte avec des renforts avoisinants. Et à l'inverse, si on va aider les Italiens, c'est eux qui restent maîtres de l'opération. Voilà, c'est leur préfecture locale qui organisera la lutte. Donc, ce qui a été pris comme décision, même si la préparation de la lutte anti-pollution était présente, c'était de stabiliser la situation, c'est-à-dire de désincarcérer les deux bateaux. Il y avait un risque, le mauvais temps arrivait. L'urgence, c'était vraiment de désincarcérer ces bateaux pour les stabiliser. Parce qu'il y avait un problème, il pouvait y avoir un problème structurel dû à la brèche au porte-container, puisque finalement, structurellement, il y a un impact, et cela n'a pas vraiment joué. Donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre et plusieurs techniques pour les désencastrer. Ça a été assez long, il a fallu attendre quelques jours et finalement la mer a beaucoup aidé, l'état de mer, puisque finalement c'est le mouvement des deux bateaux qui ont fait qu'ils ont réussi à se désincarcérer. Donc on voit que la lutte est vite complexe. On peut voir un peu les dégâts portés sur les deux entités. Il y a une étude de stabilité aussi qui doit être faite, puisque finalement, si on enlève un bateau de l'autre, vous avez des capacités sur les bateaux. Finalement, donc, il a perdu une de ses capacités
son polluant qui est parti donc à la mer, son combustible, quand on va enlever, quelle va être l'assiette du bateau? Il y a un envahissement également dans le bateau, puisque vous avez une soute qui est ébréchée, puis également un autre compartiment qui est ouvert. Donc il faut vraiment, avant de passer à l'action, réfléchir à ce qui va se passer après. Donc là, il y a beaucoup d'experts qui travaillent dessus. Donc pour préparer la dépollution, parce que la nappe finalement était déjà sortie du bateau, pour préparer, tous les plans ont été prévus pour limiter donc, la nappe restante de partir. Donc, il y a des barrages qui avaient été mis en place, mais au moment des incarcérations, il faut malheureusement faut tout enlever. On laisse place au travail des bateaux. Donc là on peut voir sur la photo en haut, donc la nappe de pollution, l'impact, donc ça se situe vraiment au nord Corse, au nord du Cap Corse. On voit que la nappe est très très étendue. Donc on voit que rapidement elle s'étale et le long de la Méditerranée, le courant ligurique qui lui va déjà créer un courant dans le sens horaire en Méditerranée qui va aller frôler les côtes françaises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place rapidement. Et donc on peut voir que la lutte, elle va être assez coordonnée par différents bateaux. Là ici, bon, l'exemple par exemple de navire italien, bateau jaune, navire français. Donc on voit bien après des incarcérations, la brèche qui est laissée, donc un barrage est remis en place tout de suite aussi, avec les polluants. Là, vous avez le Brenzamar, justement, le navire de l'EMSA, au niveau de l'Europe. Et là, rapidement, on va voir la nappe qui va dériver entre le 7 octobre et le 13 octobre. Et donc, il y a en gros, il y a des plans de dérive de nappes qui sont faites avec des logiciels. Il y a Météo France qui va rentrer un petit peu dedans également, le sel. Également le vieillissement de l'hydrocarbure. C'est pour ça qu'au début on va attaquer avec des gros moyens pour pomper les grosses nappes. Donc là elles sont un petit peu schématisées. Hein. Vous avez la nappe principale, 530 mètres cubes d'hydrocarbures qui se sont échappés. Dans le malheur, quoi. Enfin, dans le malheur il y a une chance, c'est que la brèche n'a enfoncé qu'une soute combustible. Il y avait tout long. Ça a percé qu'une soute qui était estimée à 700 mètres cubes de fuel de propulsion. Et sur ces 700 mètres cubes, il a été considéré qu'il y en a 530 mètres cubes qui sont sortis du bateau. Ça s'est joué quelques mètres. Ça aurait pu rentrer deux soutes en même temps. Donc on voit bien les nappes qui se sont dissociées et petit à petit leur densité a diminué. Donc rapidement, il y a le plan Paul Marter qui a été déclenché pour anticiper l'arrivée des polluants sur les plages. Paul Marter, c'est l'équivalent de Orsec chez nous, moins de toutes les manœuvres, tous les dispositifs anti-pollution maritime. Ils ont le même équivalent avec le préfet de région au niveau terrestre. Ils travaillent bien évidemment ensemble. Et là, on voit que les moyens, finalement, vont commencer à devenir un petit peu plus petits, puisqu'on se rapproche des côtes. Donc, il y a des petites vedettes de l'école de la marine à Saint-Mandrier, qui sont venus porter main forte. Tous les moyens étaient bons pour aider dans la lutte. On peut voir la vedette, justement, Sikinor de la société Finor, qui avait été affectée par l'armateur. Une bonne découverte parce que finalement c'était très très efficace et il faisait des galops plus réguliers pour se vider. Et tout à l'heure, donc on parlait de la dépollution du bateau, on peut voir l'état des bateaux après avoir travaillé dans les nappes. Ah, donc en conclusion de cet accident, ça a permis de faire surtout des choses positives, hein, bien évidemment, de ce genre de choses, et on évolue, on apprend à mieux lutter. Tout le matériel qui vous a été décrit par le maître principal, vous avez vu qu'il a été échelonné en fonction de la proximité des côtes, ça c'est très important. Comme vous le disait le premier maître, tous les moyens ont été mis en œuvre avec le CEPOL qui est venu sur place d'ailleurs. Le CEPOL était sur un des affrétés
pour on fait des prélèvements avec le sel, avec le LASEM, c'est le laboratoire au niveau de Toulon, laboratoire de la marine, voilà, pour mettre tout en œuvre les meilleurs moyens pour lutter. Ce qui est important dans cet accident, c'est qu'il y avait une priorité ANED, assistance en navire en difficulté, avec un risque, avec 2 bateaux un peu en perdition, avec un risque pour la navigation. Le bateau pouvait s'ouvrir en 2, voilà. À savoir que on a contacté pour justement l'étude de désincarcération l'architecte naval qui avait bossé sur le Costa Concordia, qui nous a donné les éléments de stabilité après le retrait de l'Ulysse. Il nous a dit il prendra tel degré sur le bord, il pourrait être remorqué, pas être remorqué, il pourrait être convoyé avec sa propre propulsion ou pas. Voilà. Donc tout ça, ça nécessitait des expertises et c'est la préfecture maritime, le CEPOL pour la partie lutte pollution et plein d'autres vecteurs, plein d'autres administrations qui vont recueillir un maximum d'informations pour affiner notre expertise ANED et Antipol et intervenir au mieux. Et comme vous le disait le premier maître, dans ce cas précis, alors déjà il y a eu la pollution, les 530 mètres cubes qui sont partis juste après le choc. Donc nous, malgré notre réactivité, on était déjà là plus en préventif mais en réparateur. On a récupéré ce qui a été rejeté, on en a récupéré la majeure partie, on va dire, les 2 tiers ou les 3 quarts. Et ensuite, il y a la prévention de ce qui peut arriver derrière, c'est-à-dire la mise en place de barrages sur le vecteur polluant. Mais comme il y a la désincarcération, régulièrement, on est obligé de tout ouvrir pour faire rentrer des remorqueurs, parce qu'on ne rentre pas dans le détail de la manœuvre qui a permis la désincarcération, aidée par la météo, mais je veux dire, on a dû rouvrir les barrages, reprendre les nappes et tout ça. Voilà. Une petite chose importante que je voulais vous dire, aussi pour la pollution, en particulier la pollution hydrocarbures, c'est que la majorité des pollutions maritimes, même si on traite les sous-marines, restent en surface. On traite avant tout essentiellement. On verra tout à l'heure qu'on traite aussi celle qui va se poser au fond, mais on va traiter d'abord ce qui est en surface et facilement récupérable. Pour vous donner un rapport de compréhension par rapport à un hydrocarbure, nous le rapport c'est, on dit toujours, entre un verre de gasoil de 33 centilitres, ça fait quasiment un terrain de tennis, un terrain de foot en dispersion sur la mer, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une fine pellicule, mais la zone d'épandage, la zone de dispersion du produit est énorme. Alors imaginez 530 mètres cubes de gasoil, ce que ça peut reproduire, quoi. Voilà. Donc là maintenant on va vous parler du Rhodanus. Oui. Quelles sont vos limites d'intervention en fonction de la météo et de l'état de la mer? Ça dépend le matériel qu'on va utiliser, mais en général, mer 4, je pense que mer 4, on ne travaille plus, quoi. Ça, on mettra toujours tout en œuvre jusqu'à la limite, surtout pour le genre de catastrophe comme ça, mais vraiment jusqu'à la limite pour récupérer un maximum de polluants malgré l'état de mer et tout ça. Après, l'état de mer peut être un allié aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, un des moyens de lutte importants aussi, c'est la dispersion, la dilution du produit dans la colonne d'eau. Ça peut aider justement à cette dispersion, à l'évaporation. Donc, mais c'est vrai que dans une catastrophe de ce type-là, on mettra tout en œuvre. Alors on a nos limites, comme disait le CIPAL tout à l'heure, de mise en œuvre du matériel et tout ça. Matériel, humaine aussi. Humaine. À savoir que sur une pollution, sur un bateau, quand on part en pollution, je ne compte pas l'équipage de l'affrété qui est là pour conduire le bateau. Et on part à 5 maximum sur le bateau. Donc on a la limite humaine aussi, où vous travaillez dans des conditions qui sont assez difficiles. On travaille toute la journée, et puis aussi quand il fait nuit, on ne voit plus rien, donc on ne travaille plus. Donc les plages horaires, l'hiver c'est plus réduit. Par contre, l'été, s'il fait jour jusqu'à 22h30, on va bosser tant qu'on peut bosser. Et après, le soir, 22h30, on va ramener le matériel à bord, et on va nettoyer le matériel, parce que sinon il ne fonctionne plus le lendemain. Ça nous fait des journées, on peut terminer à minuit, 1h du matin, et on rattaque à 6h30 le lendemain matin, quoi. Typiquement dans ce Donc type-là, dans la période de travail, on ne peut pas rester intervenir une équipe pendant 20 jours. Hein. Voilà, il faut faire des roulements, c'est pour ça qu'on prépare une deuxième équipe, part un deuxième bateau, et ainsi de suite. Ouais. là, ça s'est passé le 7 octobre et c'est intervenu jusqu'au 20 octobre sur les plages et tout ça. Comme disait le CIPAL, à la base, je vous ai expliqué qu'on n'était que 12, mais vous comprenez bien que dans ce système-là, du renfort marine vient nous aider. On a plus de personnel. D'autres bateaux, on a parlé du TAP,
Il y avait d'autres bateaux aussi, il y avait un aviso également. D'autres bateaux sont venus nous prêter main forte. On garde l'expertise, la Prémar garde la direction de la lutte, mais il y a de plus en plus de monde qui vient nous aider. Et le Jason va d'abord travailler pour ramasser les nappes de pétrole. Ensuite, il va se retirer, comme disait le CIPAL, pour nettoyer tout, reposer un peu les gars. C'est le pionnier qui va prendre le relais pour travailler. Nous, l'objectif, c'est de ramasser un maximum de polluants en haute mer avant que ça arrive sur les côtes. Voilà. Là, maintenant, on va parler du Rhodanus, un accident important, mais qui a été parfaitement, entre guillemets, géré et contenu, et qui a évité une pollution qui aurait pu être plus importante. Surtout la zone Incriminée. Voilà. la zone Natura. Voilà. On est dans les Bouches de Bonifacio, une zone donc, avec énormément de haut fond, un accès à chenalage assez difficile et un accès par la terre également qui était compliqué. Il n'y avait pas de route directe pour y accéder. Donc c'est pareil, donc, à l'origine de l'accident, le chef de car s'endort. Malgré plusieurs appels qui ont été faits par le CROSS, aucune réaction et finalement ils ont fini par s'échouer. Donc c'est un bateau qui transportait des rouleaux de fer, donc un bateau à braquet qui est quand même assez lourd et directement sur l'échouement on peut avoir un gros impact sur la structure du bateau. D'où le contact avec des experts qui est très très important dans la stabilité et également la résistance des matériaux. Parce que là, on va voir que le bateau, il était posé finalement, l'étrave était posée sur un caillou. On montre les photos après. Vous avez une brèche. Ensuite, on a rapidement une tombée de fond. Donc c'est ce qui nous aide également. Et on ne connaît pas exactement la structure du bateau. Dès qu'on arrive sur place, donc la première réaction qu'on peut voir sur les photos qu'on a en confine, là le bateau il était sécurisé, il était échoué, il ne bougeait pas. On avait un facteur qui était important, il y avait une météo clémente. Vous pouvez voir sur la photo là les deux barrages de chaque côté des traves qui sont sur l'arrière de la brèche. Donc s'il y a une navigation de polluants, bah, ça est maintenu par les barrages. La prévention. Une des premières réactions qu'on a quand on a ce type de bâtiment de commerce qui rencontre une avarie, c'est tout de suite se rapprocher de l'affréteur, du propriétaire, pour avoir les plans du bateau, le plan de cargaison, pour savoir les potentiels risques que l'on a derrière. Et par rapport à ça, on met des moyens de prévention pour éviter l'accident derrière. Voilà. Lui, typiquement, comme je disais, le premier maître, il transportait des rouleaux de métal. Il avait également son carburant de navigation, c'est ça qui nous importait dans un écrin écologique qui est les Bouches de Bonifacio avec le parc protégé. Là, ça aurait été une catastrophe si le gasoil était venu à s'échapper. Donc là, on peut voir la cargaison, l'étrave qui est posée, où on ne voit pas très bien la brèche. Mais en gros, finalement, il n'y a que l'étrave qui est touchée. Rapidement, on est en contact, on se rend compte que structurellement, pour pouvoir le sortir, il va falloir donc qu'on la lève. On ne peut pas le délester de sa cargaison, puisque finalement, il n'y a pas de fond autour. On ne peut pas faire venir de grue par la terre. Donc là, on pouvait juste jouer finalement sur son combustible. Donc on fait rapidement un point, ça c'est des informations qu'on va chercher le plus rapidement possible dans l'analyse sur la structure du bateau, ses soutes, ses compartiments. Et là on va commencer à voir comment pouvoir agir pour le vidanger. Et donc là on décide de faire ça par la terre, puisque par la mer c'était trop compliqué. Donc on met tout un scénario en place. Donc là, on se rend compte qu'il va falloir beaucoup de longueur de manche, lesquelles on ne peut pas venir directement. Là, on peut apercevoir sur les hauteurs donc, les canons citernes qui sont venus. Il a fallu tirer des manches directement du bateau pour pouvoir vidanger et un petit peu alléger le bateau pour le sortir. Donc un système de tyrolienne
Il a fallu fabriquer, inventer sur le tas Sur le tas. un système qui permet d'amener les manches sur le bord. Et c'est là qu'intervient justement la spécialité du premier et du maître principal, qui sont manœuvriers, qui eux vont trouver des systèmes, pour ceux qui connaissent bien la marine, des systèmes de débrouille quoi, pour pouvoir s'adapter à la situation, quoi. Là typiquement ça a été le cas, et voilà, éviter aussi le risque de pollution terrestre, hein. On tire, je ne sais plus combien, il y a eu 200 ou 300 mètres de manche tirés, il ne faudrait pas non plus que ça se répande sur la flore terrestre. Donc là, on peut bien voir l'environnement marin par rapport autour, le chenelage qu'il va falloir faire pour déséchouer le bateau. On fait une grosse analyse, une grosse préparation est faite également. Le type de gréement qui va être utilisé. Est-ce que les appareils du bateau également sont prévus pour résister à une traction forte finalement, puisqu'ils vont être au-delà de l'utilisation standard, puisqu'on a un bateau qui est posé sur le fond, qui est encastré au niveau de son étrave, qui est pris sur un rocher, et une cargaison qui est très lourde. Et un navire qu'on a pu que partiellement alléger. Voilà, les études de stade sont très importantes. En plus, le Rodalus, c'était un vieux bateau. Donc, il a décidé, comme disait le patron, de l'alléger et de le remorquer dans une zone mal pavée. On a dû s'approcher avec le Jason de mémoire, un de nos remorqueurs qui s'est adapté et qui a sa vocation antipole, mais qui peut également remorquer. On a tiré dessus. Et d'ailleurs, pour information, on a tellement tiré fort. Là, c'est des haussières, des remorques vraiment. C'est ce qu'on appelle du PMA ou du HPME. C'est un peu, pour donner un équivalent, du Kevlar ou un polymère plastique très résistant, plus résistant que le métal. On a vu, c'est tellement fort que lorsqu'on a tiré dessus, on a réussi à déformer les billes d'amarrage. Ça s'est incrusté dans les billes d'amarrage. C'est beaucoup plus résistant que du câble d'acier et très malléable. Et nous, pour sortir des yachts, des voiliers, ce bateau, dans plein de situations, c'est très très pratique parce qu'on arrive avec, C'est léger, j'ai ça envie flotte. de dire, sur notre épaule, avec une capacité voilà, c'est vraiment un très bon outil qui a été développé justement par d'autres problèmes, d'autres catastrophes, d'autres situations de remorquage. Et ensuite, donc, on parlait des macro-déchets. Donc, ceux-ci sont un peu particuliers, assez encombrants. La tempête Alex qui a eu en 2020, dans le sud de l'Iscade, toute la zone. On s'est retrouvé avec des îles complètes de bois, de macro-déchets. Tout ce qui est descendu des vallées s'est retrouvé en mer. Par les fleuves, quoi, c'est un Par les raviné. fleuves, voilà. Là, on peut voir un peu l'étendue des nappes. C'est des centaines de mètres cubes qui ont été récupérés. Beaucoup de moyens mobilisés également, puisque là, c'était plus une pollution en soi environnementale, mais c'était plus un danger à la navigation. Parce que la partie est arrivée à terre. Moi, j'ai fait un tour sur la côte, parce que je suis un peu de là-bas. Vous marchez sur les déchets. Là où normalement il y a de l'eau sur les plages. On marchait sur du solide, alors que normalement la rive était 15 mètres derrière. Et il y avait sur les plages du Var, tout Saint-Laurent-du-Var, il y avait 3 mètres de hauteur de troncs d'arbres qui étaient compacts. Et on voit, il y a des troncs d'arbres et tout ça. Moi, j'étais du côté de Fréjus à ce moment-là. Et il y avait aussi tout ce qui avait raviné les rivières. C'était aussi du macro-déchet, des frigos. Il y avait un container, il y avait énormément, il y avait tout, quoi. Tout ce qui a été ramené, qui était sur les berges. Donc, un autre type de pollution. La coopération également internationale. Là, c'est suite à l'explosion qu'il y avait eu à Beyrouth, au Liban, en 2020. Donc là, un gros carnage dans le port. Plusieurs bateaux ont sombré. Une très très grosse pollution. Et donc on est venu porter main forte. On a donné l'exemple d'un navire de croisière quelconque qui lui s'est retrouvé et donc sur le flux de navigation dispersé. Les Libanais ont rapidement réagi, avaient confiné la nappe. Il n'y avait pas de moyens, on va dire, propres pour traiter la pollution. Donc la pollution n'était pas que finalement par hydrocarbures, on voit tous les déchets finalement qui ont fini à l'eau. C'était assez conséquent. Voilà, c'est typiquement une pollution portuaire de grande ampleur. Beaucoup de pays sont intervenus et sont venus aider
nos camarades libanais. En particulier, nous, on avait envoyé un PHA avec la cellule antipole et du matériel antipole. On avait envoyé aussi un avion pour être le plus réactif possible, pour éviter justement la dispersion de tous ces débris. C'était une catastrophe. On a mis tous les moyens en œuvre, mais il y a eu quand même pas mal de dégâts, quoi. Le premier maître Mikunda était présent d'ailleurs. Également différents corps d'armée, on a travaillé avec la Légion étrangère, également pour arriver à nos fins. Et nous, on a travaillé pas mal avec les Libanais. Moi, je me suis rendu avec un BSM à Beyrouth aussi, justement, pour les former, leur apprendre, leur montrer le matériel qui existe et les aider. C'est pas toujours évident, surtout après une catastrophe comme ça qui a tout détruit. Mettre en œuvre des moyens pour lutter contre la pollution. Une pollution également, pollution Est-Corse en 2021, dégazage sauvage. Donc là c'est pareil, tout l'est de la Corse, on a une nappe qui se dirige tout droit dans le sud vers la baie de Santa Monza et les bouches de Bonifacio. Beaucoup de moyens sont mis en œuvre, interadministration, les douanes, les CDSM, également des bateaux qui ont été réquisitionnés, des remorqueurs de Bastia et des petites embarcations, des Zodiacs, des parcs marins, et donc avec des moyens adaptés. Savoir qu'aujourd'hui, proche de nos côtes, c'est plus en plus difficile de faire ce genre de méfait, c'est-à-dire de polluer sans être vu, avec le suivi satellite, avec le suivi radar, surtout satellite, les AIS, c'est-à-dire les transpondeurs qui sont sur les bateaux qui nous permettent de les identifier. Avec comme je vous disais, on a régulièrement des avions qui survolent nos zones, même si c'est une zone de trafic commercial assez importante avec les ports de Gênes, Barcelone, Marseille, ce genre d'action est rapidement réprimandé. On arrive très souvent à retrouver, de plus en plus souvent d'ailleurs, à retrouver l'origine de la pollution. Et comme on le disait tout à l'heure, on va aller faire des prélèvements dans cette zone-là pour identifier le produit et savoir d'où il vient exactement, quoi. On arrive à identifier des mazoutes, des gasoils, et faire un prélèvement sur le bateau et dire bah tiens, ça vient de chez vous, quoi. Ça va vraiment très loin. Et pour continuer à durer dans la lutte sans faire des allers-retours à quai, entre bateaux, on se ravitaille également en matériel ou pour évacuer les déchets, comme c'était le cas, voilà, c'était pour récupérer des bennes vides, puisqu'on était plein, pour durer plus rapidement et être beaucoup plus proactif dans la lutte. Donc ensuite, ça finit également à la terre, malheureusement, une infime partie dans la baie de Santa Monza. Et là, le plan Paul Marter a été mis en œuvre également pour lutter. Dans ce genre de pollution, on met bien souvent en avance de phase le plan Paul Marter qui soit effectif, qui prenne des mesures préventives, typiquement qui prennent des barrages de protection pour protéger, on va dire, les berges et les zones qui risquent d'être vraiment exposées. Donc là on passe toujours 2021, la Reine d'Azur, c'est un yacht qui a pris feu vers les îles du Levant. Première intervention qui a été faite et d'éteindre l'incendie. Donc il y a déjà une première vedette des marins-pompiers de Toulon qui arrivait dessus et qui n'arrivait pas à éteindre. Incendie plastique qui se consumait, donc très difficile à éteindre. Ils pensaient éteindre, ils arrêtaient, ça reprenait. Et en fin de compte, c'est le Jason, on le voit au-dessus, qui avec ses fifis et des gros canons en haut, a fait un dôme d'eau pulvérisée et qui a réussi à éteindre le bateau. Donc une fois que le feu était éteint, nous on est intervenu pour sécuriser le reste de polluants qui pouvaient s'échapper. Donc on voit un peu là, tout autour, on met des barrages absorbants autour pour récupérer. Et après, le bateau a été remorqué et lors de son remorquage, il a coulé des fonds plus importants. C'était un risque qui a été choisi par la préfecture qui coule plutôt loin des côtes que près des zones protégées des îles. Voilà. Et puis plus tard, l'année suivante, on a eu le renflouage qui a été fait par une société engagée par l'armateur. Voilà. Souvent, que ce soit des grosses catastrophes ou des catastrophes plus petites comme ça, catastrophes, des incidents plus petits, l'État se retourne tout de suite vers le propriétaire du bateau et le met en demeure pour qu'il prenne toutes les dispositions et tous les dispositifs pour éviter la pollution derrière ou pour renflouer et retirer l'épave.
Typiquement, moi j'étais sur le bateau des marins-pompiers ce jour-là, on est arrivé dessus, c'était de mémoire à 3 h du matin, on m'a appelé, on est parti avec les marins-pompiers, on est arrivé dessus, on a essayé d'éteindre le feu, mais feu plastique, les marins-pompiers de Marseille peuvent vous en parler mieux que moi, on n'arrivait pas à l'éteindre, c'est-à-dire on éteignait à foisonnement le bateau, on disait c'est bon, c'est éteint, on arrêtait, plom, ça repartait, quoi. Ça ne terminait pas, et c'est effectivement, le patron est arrivé tel Zorro avec son épée, là c'était avec sur le jason, avec les Fifi. Fifi, c'est Firefight, c'est les gros canons à eau que vous retrouvez sur certains bateaux. Ils ont effectué effectivement une couverture dessus, et par refroidissement, et ils ont longtemps arrosé de manière à arrêter l'incendie, quoi. Toujours 2021, c'était l'année des yachts, des bateaux qui brûlaient vers chez nous. Voilà. Donc le yachting qui se développe, avec des gens qui soit viennent d'avoir leur permis mer, soit ils l'ont eu il y a longtemps et ils ne sont pas habitués, soit des problèmes techniques. Voilà. Donc pareil, vous voyez, ils brûlent, et vous voyez bien la nappe de pollution que ça fait. Donc là, il y a des macro-déchets, il y a des cendres, des plastiques, il y a tout, et il y a des carburants aussi. Donc pareil. On reste neutre, on n'apportera jamais de jugement, mais effectivement, des bateaux, déjà avec des bateaux qui ont l'habitude de naviguer, tout ça, on l'a vu avec le Rhodanus, on l'a vu avec l'Ulysse et Virginia, il y a souvent des erreurs humaines. Vous, du côté de Marseille, il y a quelques années, c'est il y a 3-4 ans, là, il y a un bateau ravitailleur qui s'est échoué juste à l'entrée du port, là, pour un problème mécanique, mais bon, erreur humaine, erreur de problème de matériel et tout ça. Mais là, on est dans le yachting, c'est pas des gens de la mer. Et il y a beaucoup de vecteurs sur l'eau. Donc on rencontre souvent, très souvent, des problèmes. Sans faire jugement de valeur, comme dit le CIPAL, on se retrouve avec des gens avec des permis mer, voilà, qui savent pas, qui vont naviguer dans les eaux de mal pavées, avec des vecteurs souvent de grosses capacités qui peuvent amener des pollutions conséquentes, hein. On vous en parlera après sur un exemple très récent chez vous dans la calanque de Sorbiou. On passe en 2022, ça c'est dans la petite rade de Toulon, le côté de la base navale, Saint-Mandrier. On a un chantier civil, chantier naval civil, l'IMS 300. La même année, 3 yachts qui ont brûlé. En tout cas, jugement aussi. À chaque fois, c'est les marins-pompiers de la base navale Toulon qui interviennent en premier. Pourquoi ? Parce que c'est plus rapide de traverser la rade en embarcation avec les vedettes des pompiers que de faire le tour par camion. Donc voilà, et nous on est venu, une fois que le feu est éteint, l'équipe d'astreinte, pareil, a traversé la rade en embarcation. Et première opération, on met un barrage, on le voit en haut, on met un barrage autour de la coque, une fois que le feu est éteint, pour limiter au plus tôt la dispersion de la pollution. Et puis après, à chaque fois le lendemain, on venait, carrément on était, là on a mis pratiquement 300 mètres de barrage à chaque fois, on fermait le chantier naval, et on fermait la moitié du port civil, la marina qui était à côté, pour limiter. Voilà, eux n'étaient pas très contents, mais il n'y a pas le choix. Donc on fermait, parce que 200 mètres en face, il y a des zones d'aquaculture, de pisciculture, des zones Natura 2000. Donc ça c'était la priorité, il fallait empêcher que ça arrive. Il y a les fermes aquacoles juste à côté, donc ça aurait été une catastrophe que ça se répande, quoi. Une fois que c'est confiné, on revient. C'est confiné, on peut tracter là où c'est le plus regroupé, les débris, tout ça. Donc 3 dans l'année, il y en a un, il y a quelqu'un qui est resté au fond avec le bateau. Donc pareil, et quand il coule, parce que celui-là il n'a pas coulé, mais il y en a un qui a coulé. Donc quand le bateau est en surface, c'est facile, ça flotte. Donc on peut confiner assez serré. Et si le bateau a coulé, si ça remonte, ça va s'éparpiller, se diluer. Donc il faut prendre plus large. Et pareil, à chaque opération de renflouage et relevage, on est là au cas où il y a le bateau qui se brise, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui peut amener au moment de l'opération une pollution. Ça c'est un voilier, juste à la sortie de Toulon. Alors, on a souvent des tempêtes, et on a régulièrement des voiliers qui sont au mouillage dans la rade de Toulon, un tétrade de Toulon ou ailleurs, qui avec la tempête brisent leur asamar mouillage et qui se retrouvent dans les cailloux. Et c'est ça, ce genre d'intervention, que ce soit nous, seuls, nous avec les plongeurs des mineurs, ou même les communes qui le font aussi de leur côté dans leur zone. Ça se compte en dizaines par an, en plusieurs dizaines par an qu'on retire des rives de la rade rien que de la rade de Toulon.
Ouais, c'est sur toutes les côtes entières, les préfectures maritimes font la chasse, les communes font la chasse à ça. Les bateaux, souvent qui sont anonymisés, on ne retrouve pas les propriétaires, donc il y a tout un combat juridique en avance de phase. Nous, on doit travailler aussi, intervenir sur... Il y a des campagnes carrément, on en a fait en Corse régulièrement, on a ramené des vingtaines de bateaux échoués, posés par-ci par-là. C'est peut-être celle-là, non, voilà. Ah non, ça c'est le... C'est en Corse aussi. C'est en Corse. C'est en Corse. C'est en Corse une épave nauticus, mais après il y a eu d'autres, voilà. C'est des missions des fois on part 10-15 jours avec les plongeurs des mineurs, et on va soit faire du relevage au fond de l'eau, c'est le même bateau, hein, mais qui a une partie de moteur qui était dans l'eau, le reste sur les cailloux, aucune voie d'accès terrestre, hein. Donc il a fallu aller en embarcation et récupérer, découper, voire même faire exploser le bateau avec les démineurs, pour récupérer morceau par morceau, remplir l'embarcation, faire des norias vers le bateau support, quelques mouillages plus loin. Exploser le bateau, ça veut dire Oui, enfin, dépecer, hein, pas, on parle de lumière. Là, le danger, c'est les réservoirs, c'est les capacités d'huile des moteurs. Donc les démineurs aussi, c'est dans leur spectre de travail. Ils travaillent très souvent, on travaille très souvent avec eux, ils travaillent très souvent avec nous. Ils savent comment intervenir, sécuriser ces parties potentiellement polluantes pour éviter de toucher l'environnement avoisinant. Ça, c'est un exemple de pollution devant Fos-sur-Mer. Un bateau c'est un voilier. Vous voyez la trace que ça peut faire, un voilier, c'était pas un gros voilier, hein, mais rien que son fuel, enfin son gasoil de navigation, ça fait comme une belle trace. Donc c'est du 100 litres, 150 litres de gasoil, de diesel ratio. Là, c'était 80 litres. 80 litres. Ouais, ça fait quand même une belle trace, donc c'est quoi, on dit que ça s'étale. Donc là, on a été déclenché, on a le bateau, l'a été venu chez nous, on a chargé, une équipe est partie pour aller investiguer. On a été déclenché l'après-midi, fin d'après-midi, le temps d'arriver, il faisait nuit, on ne voyait pas. Le lendemain, sur zone, on a pu rendre compte à la préfecture qu'il y avait que la nappe qui était prise par l'avion était plus visible, elle s'était dissoute et diluée, tout ça. Voilà. Donc, quand on dit les yeux, donc juste pour dire, on est sur zone, il n'y a plus de polluants, il n'y a plus de pollution. Voilà. On a fait l'aller-retour juste pour constater. Un autre yacht, c'est une petite ordine, c'est toujours en Corse, je ne me trompe pas. Golfe de Saint-Florent. Golfe de Saint-Florent, pareil. Alors donc là, c'est la première intervention faite par l'antenne d'Aspreto, qui est plus près. Ils sont venus en priorité, donc ils ont sécurisé avec leur matériel. Et puis après, nous on a envoyé une équipe un peu plus conséquente, avec un peu plus de matériel, pour sécuriser, lutter si au moment des échouages, il y avait une pollution qui se déclenchait. On voit bien. Donc les démineurs, on voit bien qu'un bateau qui est sur les cailloux, il va refaire flotter un système de ballon pour l'alléger, le soutenir. Toujours en Corse. On aime bien la zone. Toujours en Corse. Ça, c'est devant Bonifacio. C'est une vedette de plongée qui était comment dire, échouée depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. Donc il a rouillé tout ça, ça s'est ensablé, envasé. Et puis à un moment, le Comar Marseille a demandé qu'on l'enlève. Donc Comar Corse, excusez-moi. Comar Corse. Et elle a demandé l'aide au Prémar Méditerranée. Donc mission conjointe GPD, pour un premier ordinateur et Antipole, pour déjà désensabler l'intérieur du bateau. Et puis après, préparer, reboucher certains trous. Puis après, le remorquer avec le pionnier, le remorquer, voyez, système de l'Est pour qu'il soit positif. Et après, il a été remorqué à Ajaccio vers un chantier où il est sorti. C'est vraiment une politique de ces 20 dernières années de l'ensemble des communes et de l'État français, c'est-à-dire de garder ces côtes, c'est la protection de l'environnement, de garder ces côtes propres. Et voilà, donc de plus en plus on met des moyens étatiques. D'abord on se retourne vers les propriétaires, mais quand les bateaux, comme je vous dis, sont anonymisés ou qu'on n'a pas la capacité de retourner son propriétaire, c'est l'État qui prend ça en charge. Et voilà, quelle que soit la quantité de pollution de bateaux, le type de bateau échoué, quel que soit l'endroit et tout ça sur nos côtes, ça nécessite une action rapide et efficace pour éviter que ça se propage, pour éviter que le bateau se disloque et que ça amène, parce qu'on parle de pollution hydrocarbures, mais un bateau plastique qui se disloque, c'est des bouts de plastique dans l'eau, quoi. Pour revenir sur le Poyema, c'était un bateau donc une quinzaine d'années qu'il était en place. Même au bout de 15 ans, lessivé par la mer, il reste encore des polluants à bord.
que ce soit à l'intérieur des moteurs, à l'intérieur des réservoirs. Donc il y a eu un gros nettoyage qui a dû être fait avant qu'on puisse le sortir. Golfe de Saint-Tropez, dans des Caniers. Alors ce bateau, le yacht M, a une petite histoire, il s'était échoué. Le propriétaire a été mis en demeure des échouer. Il a fait appel à une société privée qui l'a déséchoué. Il a remis un peu plus au large en stand-by, on va dire au mouillage, le temps de poursuivre la procédure. Sauf que il a recoulé. Et là, plus de nouvelles des assureurs et du propriétaire. Donc, et on voit bien, ça c'est une fois qu'il a recoulé de fois, la pollution. Donc on est parti sur alerte et on a ce qu'on a fait en priorité. Déjà, on a sécurisé le bateau avec des barrages absorbants. Le polluant sortait de la cale qui était sous l'eau. Après, on a fait du chalutage le long des côtes. Voilà, parce que c'est vraiment Saint-Tropez, c'est médiatisé. Et une fois que les plongeurs des mers sont venus, ils ont refermé les soutes des cales pour éviter que ça continue à sortir. Donc nous, une fois qu'on a maîtrisé la pollution et qu'on a limité l'impact environnemental, la semaine suivante, là, le deuxième équipe est parti et ils ont fait la partie relevage. Donc, enflouage du bateau, puis après remorquage vers Saint-Tropez où il a été sorti par des gloutières. Voilà, à chaque fois, il y a des procédures juridiques qui sont lancées de mise en demeure. Les gens réagissent plus ou moins rapidement, mais l'État veut une action rapide. Donc ce qui s'est produit typiquement dans ce cas-là, c'est qu'on nous a demandé d'intervenir rapidement, donc avec les délais que je vous expliquais tout à l'heure. On est intervenu, on a sécurisé le bateau, on a évité la pollution, et après, l'État se retourne vers le propriétaire, et bien évidemment, c'est lui qui financera et qui donnera on appelle ça qui financera le renflouage et tout le dispositif, quoi. Ça reste pas neutre. Mais nous, on doit être rapide, quoi. On doit être rapide. Ce bateau, il pollue. Là, il raguait sur le fond. Potentiellement, il pouvait abîmer la couche de Posidonie. Vous savez que c'est le poumon de la mer Méditerranée, la Posidonie. On en reparlera tout à l'heure également. Ils ont évalué, je ne sais plus, c'est des 300 € le mètre carré de Posidonie. Donc, quand un bateau vient racler, le fond et tout ça, c'est ultra surveillé, quoi. Voilà. Et c'est notre Méditerranée, c'est notre environnement. On doit tout faire pour éviter que ça soit abîmé. Pour un petit exemple, un port civil, un voilier qui coule, petite pollution, voilà, et résidus qui sortaient. Donc on a été appelé, même que ce soit dans la zone civile, on a mis un barrage pour limiter, parce que surtout qu'après il a été sorti de l'eau, mais bien plus tard. Il a perdu tout ça. Ça allait être fait, on savait. Bon. Donc on a laissé un barrage en place, je crois que le barrage, on l'a laissé pratiquement 1 mois et demi, voire plus. 2 mois, voilà. Le temps de le renflouer. Voilà, tant que tout soit fait. Comme dit Sipal, il parle de petite pollution, mais pour nous, il n'y a pas de pollution sans intervention. Dès qu'on est alerté, dès qu'on voit quelque chose, on met plein de moyens préventifs pour éviter que ça se répande. D'ailleurs, des fois on a alerté, c'est pas des pollutions, du pollen. Ouais, ça, c'est en ce moment, là, vous voyez, avec les pollen, grosses, vous devez le voir aussi avec les... On préfère être alerté pour rien qu'alerté pour des réelles pollutions. Voir les escargots. Escargots, on a eu en pleine mer. On a le déploiement d'une équipe sur un affrété, partir en pleine mer vers entre Corse et continent. Corse continent, et là, c'était juste des œufs d'escargots de mer qui flottaient. Voilà. Et vu d'avion, ça faisait une pollution importante. Ça. On préfère être prévenu, se rendre sur place et dire non, c'est pas grave. Là, en ce moment, vous savez, c'est les pollens de cyprès là, et les pollens de pin, là, les grosses couches jaunes. Et effectivement, quand on passe en avion et tout ça, on n'a pas forcément les bons senseurs. Maintenant, ils sont un peu plus habitués chez nous. Mais on peut être prévenu par d'autres navigateurs et donc on doit dédouaner ça. Et on préfère se déplacer et se rendre compte que c'est que du pollen. C'est pas grave. Donc voilà, on se rapproche de chez vous, Calanque de Sormiou. Alors ce bateau, je fais vite fait l'historique, il venait d'être acheté il n'y a pas longtemps avant par un Danois ou un Suédois. Un Danois, oui. Un Danois, voilà. Il a eu un problème en mer, il s'est blessé, il a été évacué du bateau, envoyé à l'hôpital. Entre-temps, le bateau il était au mouillage. Il y a eu un fort coup de vent, le mouillage a largué et il s'est échoué au fond de la Calanque de Sormiou. Donc l'État s'est retourné vers le propriétaire, mais injoignable.
impossible de joindre, il était rentré chez lui à l'étranger. Donc ça a traîné, et le bateau, ça faisait 1 mois et demi, 2 mois qu'il était là. Puis à un moment, il a fallu, le préfet a décidé qu'il fallait intervenir. Voilà, donc c'est le municipal, le bateau dont on est intervenu une première fois dessus pour sécuriser. On a vidangé la caisse à gasoil, on a enlevé tous les macro-déchets, tout ce qui se balade sur le pont. Il avait déjà été visité pas mal, mais bon, tout ce qui restait, on va dire, qui pouvait potentiellement flotter puis créer un détritus ou un danger. On avait fait ce premier nettoyage. On l'a sécurisé avec des boudins parce que même si on a vidangé le réservoir, il reste le moteur avec l'huile dedans et tout ça. Donc on a mis tous les moyens de prévention en les remplaçant régulièrement pour éviter que, même si c'est comme je vous dis, il n'y a pas de petite pollution, on prend tous les moyens. En plus là on est vous connaissez bien la 40 on est vraiment dans un écrin, je veux dire, avec des étendues de Posidonie. C'était vraiment super important d'éviter qu'il y ait des rejets d'hydrocarbures ou je ne sais quoi dans cette zone-là. Donc justement, la Posidonie, ça nous a posé quelques complications. C'est que ça s'est fait en 2 temps. Il y a une première opération qui est partie. On a enlevé le plus gros, vidé une partie des soutes et tout ça. Et après, il y a des moyens qui ont été choisis pour remorquer. Mais comme les fonds ne sont pas importants et qu'il y avait de la Posidonie, il faut babiner, les moyens c'était une vedette de la SNSM, du bataillon, je crois que la Bonne Mère, qui était partie là-bas, et une vedette des affaires maritimes. Le remorquage, la remorque était passée, sauf que les moyens n'étaient pas assez conséquents, parce que il était vraiment, ça faisait 2 mois qu'il était là, il était vraiment incrusté sur les cailloux, par une brèche. Après de plusieurs heures de tentatives de remorquage, la remorque a cassé, donc on ne pouvait plus remorquer. Donc il a été décidé de revenir plus tard, avec des moyens plus conséquents. Et on est venu avec un remorqueur de la base navale Toulon, des moyens portuaires, qui lui ne pouvait pas s'approcher. On voit bien là sa route qui arrivait. Il y a la ligne de bouée où il ne pouvait pas passer. Donc il était à 300 mètres. Donc il a fallu passer une remorque, on a vu tout à l'heure, un dinéba, léger, flottant. Et il a pu tirer des échoués de bateau. Et on voit bien sur la photo, vous voyez toute la partie sombre, c'est de la Posidonie. Donc il fallait sortir le bateau, ne pas l'envoyer dans la Posidonie et le tracter le long de la côte pour essayer de ne pas abîmer le fond marin. On prend vraiment tous les vecteurs environnementaux qui nous entourent. Là, on est sur de la pollution côtière. La pollution, c'est pas forcément l'hydrocarbure, comme je vous dis, mais c'est le bateau, l'objet. On prend vraiment tous les moyens qui seront après facturés, comme je vous disais, aux propriétaires, mais pour éviter d'abîmer tout ça. Donc là, il y a des gros moyens de mise en œuvre. Comme on avait déjà dépollué une première fois, c'était moins de risque, on est quand même retourné et on a pris plus de temps. Et on a pu vider ce qu'on appelle les impompables la première fois en soute, carrément en passant par en dessous du bateau. En gros, on a ouvert en dessous et on a récupéré par gravité ce qui restait au fond. Donc on a encore plus limité. On a vidé tout l'intérieur de tout ce qui pouvait flotter. On a trouvé des panneaux solaires, des bouteilles de gaz, tout ce que vous voulez. Et même on a une embarcation, l'embarcation que vous avez présentée qui s'ouvre à l'avant, qui a été envoyée sur le pont du bateau, on l'a mis à l'eau et elle était en stand-by au cas où il y a quand même une pollution pour pouvoir aspirer la nappe qui sortait. Voilà, là, il y a eu empreinte, on parfait, c'est pas un gros problème ce voilier, mais dans cet écrin qu'est la baie de Sormiou, on a tout mis en œuvre pour vraiment qu'il y ait zéro impact. Zéro impact. Donc pourquoi ? Parce que la Posidonie, c'est une espèce endémique de Méditerranée qui est protégée. Donc vous voyez les infractions, infractions à certains délits, si vous abîmez soit en mouillant, vous n'avez pas le droit, ou voilà, en allumant, vous avez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Si c'est doublé, si c'est commis dans des réserves naturelles, ça peut être doublé. Et encore aggravé si c'est en bande organisée. Voilà. Là, c'est depuis 2 ans, il y a une loi qui est passée au niveau français, je crois que même européen, justement pour que les bateaux ne mouillent pas dans les Posidonies. Et c'est très très surveillé. N'importe quel bateau de la marine qui est en patrouille, qui voit un bateau mouillé dans ces zones-là, interviendra et relèvera l'infraction. Tous les commandants de bateaux de la marine ont la capacité de relever ce type d'infraction. Et voilà, donc la semaine dernière, donc le lieutenant qui a brûlé mi-chemin entre le continent et la Corse, avec ses 3500 litres de gasoil à bord. Déclenchement de l'astreinte, le bateau, on le voit, il charge chez nous.
Il est arrivé la nuit sur zone, donc la nuit recherche de pollution visible. Bon, le bateau avait coulé entre temps, la bouée est coulée. Recherche de pollution visible. De nuit, quelques traces, très légères traces visibles de nuit au projecteur. Hein, voilà. Et puis le lendemain matin, constatation, il n'y avait plus rien, en surface. Il y avait quand même assez de profondeur. Donc soit tout le carburant a brûlé, soit après le feu qui remontait se diluait dans la colonne d'eau et il n'y a plus de pollution visible. Malheureusement, cette épave, on n'a pas pu la ramener parce qu'elle a brûlé et coulé. En 2000 mètres de fond. C'est difficilement. Voilà. Juste un petit point, voilà, on arrive à la fin de la conférence. Un point important, on en parlait par rapport à notre organisation, c'est les risques de demain. On l'a un petit peu évoqué. Les moyens de propulsion des bateaux sont en train de changer. Du côté Manche et Atlantique, ils sont déjà impactés. On veut réduire la trace carbone des bateaux, en gros. Donc on utilise des nouveaux moyens, que ce soit l'hydrogène, les batteries. Plusieurs bateaux déjà fonctionnent avec ces moyens-là. Nous, c'est-à-dire l'organisation antipole étatique, en particulier le CEPOL et les Ducèdre, réfléchit déjà à des moyens de lutte contre ces futurs, qui sont même actuels, hein, risques de demain. Typiquement, un bateau, on a eu un petit incident il y a quelques années, un bateau naviguant en batterie, c'est pas avec de l'eau que vous allez éteindre le feu de batterie, quoi. Vous devrez avoir des moyens adaptés. Et tout ça, comme je vous dis, parce que là c'était un petit bateau, mais demain on va avoir des ferries qui vont naviguer à l'hydrogène ou des ferries qui vont naviguer avec les batteries. Aujourd'hui, la Marine nationale, l'État, travaille, réfléchit aux moyens de lutte futurs par rapport à ces risques potentiels, quoi. Voilà, la conférence est terminée. On est disponible si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Sur les zones dans lesquelles vous intervenez, donc j'ai compris, on a compris que vous interveniez sur les zones les ZE françaises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient en haute mer? Oui, alors comme on vous l'a expliqué, notre zone est développée, c'est limité, on va dire, souvent par, comme vous le disiez, le faisiez remarquer sur la carte au début, par la ZE plus ou moins, mais je veux dire, nous on ne s'arrête pas à partir du moment où il y a une pollution. De toute façon, la pollution ne va pas rester sur zone, elle risque de dériver. Donc effectivement, on mettra des moyens en haute mer, que ce soit en mer Méditerranée, mais aussi pour nos camarades en mer, en océan Atlantique et tout ça. Et là, des moyens plus conséquents seront déployés. Là, on arrive un peu comme ce qui s'est passé sur le lycée Virginia, avec des vecteurs hauturiers, même si le Pionnier et le Jason ont cette capacité, avec des moyens beaucoup plus conséquents pour intervenir. Oui, on a cette capacité d'intervenir n'importe où. On a le droit, étant donné que plus vite la pollution est prise en compte, mieux ce sera, quoi. Plutôt on intervient. Donc on ne va pas attendre que la marée noire arrive dans les eaux françaises pour intervenir. Voilà. Effectivement, si ça va vers notre pays, c'est ce pays-là qui va intervenir. Ou s'il y a besoin d'aide. On mettra de toute façon tous les moyens possibles et en œuvre, et avec des accords internationaux pour intervenir et mener la lutte pour parer à ce problème. On ne se cantonne pas à notre jardin. C'est bien pensé, vous avez la transformation un peu des produits une fois dans l'eau, vous avez de l'émulsion qui va se créer, l'agglomération, que ce soit de plumes, malheureusement d'animaux, des détritus, des algues, et donc le volume finalement va grossir dans le temps. D'où l'impératif de lutter le plus rapidement possible. Madame ? Oui. Tout à fait. Tout à fait, ouais, c'est le système-là. C'est le système de décantation. Voilà. On fait travailler, les sous du bateau sont même chauffés pour accélérer la décantation. Donc il faut que la mer soit calme, hein. Sinon c'est difficile. Pas que ça mélange. Mais que ce soit la 1000 mètres du bateau ou le QI, le GRV d'un mètre cube, on fait reposer, donc la mer monte, on vide par le bas. Tant que c'est l'eau qui coule, on laisse couler, après on ferme et on remplit.
Après, tout ce qui est les déchets qu'on récupère dans les chaluts ou le carbure qu'on récupère, c'est détruit après. Après, c'est pas nous, c'est la préfecture maritime va nous dire votre bateau, le Jason Pionnier, vous êtes plein, vous allez à tel port pour vider le bateau. En général, ici dans le coin, c'est Fos-sur-Mer parce qu'ils ont les infrastructures pour récupérer ça. Et c'est des accords, c'est des contrats qui sont passés avec des entreprises privées qui font la destruction. C'est toujours détruit. Il y a déjà un contrat qui est préétabli avec le port de Fos pour justement déjà le recyclage. En amont, pour ne pas se retrouver avec une grosse catastrophe, on se retrouve avec des gros volumes de déchets à traiter sans savoir qu'en faire. Il faut que derrière la chaîne puisse se dérouler. Donc il y a un petit guide de débarquement qui est déjà vu avec les autorités locales et des ports qui sont à même d'accueillir tous ces déchets. Voilà, par exemple, chez nous, à Toulon, dans notre zone, lorsqu'on ramène des déchets pollués, des eaux mazoteuses et tout ça, elles sont traitées à l'intérieur du port de Toulon et redistribuées. Pour moi, si ça n'a pas changé, c'est l'usine d'incinération de la Seine-sur-Mer qui s'en sert comme carburant pour faire fonctionner on appelle ça son usine d'incinération de déchets, quoi. Voilà. Donc, tout est retraité, voilà, pour éviter le maximum, ou du moins plutôt le minimum d'empreintes par ces pollutions diverses, quoi. Concernant le carburant qui est récupéré sur un bâtiment estimé, C'est détruit. C'est considéré comme un déchet. j'imagine qu'il est un peu plus pur. Ouais, non, mais nous, on considère ça comme un déchet municipal. Parce qu'on le fait passer dans nos manches, dans des tuyaux qui sont déjà pollués. Ouais. On met dans des comptes des cuves qui sont peut-être déjà pollués. Donc tout est Nous, c'est un déchet. déchet. On va pas récupérer pour mettre dans notre voiture. Au prix du gasoil, c'est sûr que ça va pas C'est souvent valorisé derrière. C'est valorisé, ouais, comme Pas tu par disais. nous, mais c'est valorisé. Avec l'usine d'incinération, il y a des entreprises privées comme Ortec qui prennent ce genre de déchets, tout ça. Voilà, tout est valorisé, transformé avec un minimum d'empreinte pour l'environnement. Capitaine, écoutez, on voulait simplement vous remercier. J'ai l'impression que le sujet a été un petit peu largement abordé. On a certainement encore beaucoup de questions, mais je crois qu'on va être obligé quand même de rendre la salle. Et je voulais simplement, au nom du vice-amiral Mathieu, vous remercier pour cette excellente intervention et tous les exemples que vous avez cités, et y compris le dernier, qui nous ont montré vraiment tout l'intérêt de cette cellule anti-pollution. Merci encore et très bonne soirée.